Nous voilà réunis pour ce troisième entretien de notre chaîne Humeur Poétique. Et aujourd'hui, nous recevons Dominique Kellen pour ses écrits poétiques. Et aujourd'hui, il y a quelque chose de particulier que vous pouvez voir sur l'image. Vous pouvez reconnaître le précédent invité, Sébastien Houette. Alors, pourquoi est-il là? Pas parce qu'il est resté là depuis le dernier entretien, c'est parce que j'ai eu envie de mettre en place un espèce de système où le précédent invité ayant bien voulu faire un entretien avec nous serait présent pour faire l'entretien de l'invité, du prochain invité. Donc du coup, la présence de Sébastien est celle-là. Et donc Dominique Kellen, comme dans la citation qui est en exergue dans petite forme, il y a une citation de je me souviens plus du Saint-Ambroise. Ouais, Saint-Ambroise, qui est, je vais pas le dire en latin parce que du coup les latinistes vont me tuer. Je serrais les bras, mais j'avais déjà perdu ce que je tenais. Et dans la citation d'exergue, il n'y a pas je serrais les bras. Et donc, c'est assez grisant de lire votre poésie parce qu'on a l'impression de ne plus rien maîtriser de la lecture de ces petits paquets qui reviennent un peu souvent. C'est assez magmatique, poétique. Et alors moi, j'y voyais une belle analogie avec la physique quantique. Quelque chose qu'on pourrait appeler le principe d'indétermination de Kellen. Oui, j'y vais fort, d'entrée. Et qui donnerait à peu près ça. Il est impossible d'obtenir une grande précision à la lecture d'un de ces paquets sans obtenir une précision médiocre sur sa signification, et vice-versa. Et donc une sorte de contrafactualité sur ce qui aurait pu se produire ou ce qui aurait pu avoir sens et qui ne se produit pas en fait. Et ça influe sur la lecture. Et donc ma question, après ce prologue un peu trop long, ça serait y a-t-il une infrastructure dans ton écriture poétique, une sorte de théorie des cordes kelléniennes, on va dire, dans ton approche de l'écrit, et peut-être des filiations assumées avec le surréalisme ou avec la déconstruction de Derrida, et puis je vais le dire pas trop fort pour que Sébastien n'entende pas, avec l'Oulipo. Alors ça fait... bon, pour citer Sébastien dans sa propre vidéo, ça fait beaucoup de questions. C'est assez curieux parce qu'en fait, moi je ne connais absolument rien en physique quantique et dans les sciences de manière générale, je sais pas. Mais cette analogie avec la physique quantique revient très souvent dans les conversations que je peux avoir avec les lecteurs, les critiques, etc. Alors c'est très curieux, je vois bien qu'il y a forcément quelque chose de juste, puisqu'on me le dit tout le temps. Et en même temps, honnêtement, c'est totalement involontaire de ma part, puisque je n'ai aucune connaissance en la matière. Maintenant, cette idée quand même... Je note aussi la deuxième chose qui était ces petits paquets. Ça peut paraître une expression comme ça un petit peu rapide. Mais ça fait aussi paquet en physique quantique. Oui, mais moi ça me convient tout à fait parce qu'en fait j'ai moins l'impression quand j'écris, que ce soit ce livre-là, donc petite forme, qui correspond à ça, c'est des petites formes que à peu près n'importe lequel des autres livres, j'ai moins l'impression d'écrire que de fabriquer des petits objets, des petites boîtes ou des choses qui fonctionnent ou qui dysfonctionnent, mais des petits mécanismes, disons. Au sens propre, c'est-à-dire qu'en fait j'ai pas l'impression d'écrire parce que souvent je n'écris pas comme on écrit, comme beaucoup écrivent, c'est-à-dire on écrit souvent linéairement, et moi souvent je fais plutôt à la manière, je dirais, d'un peintre qui met des formes et des couleurs sur sa toile, c'est-à-dire que j'ai des éléments et je les assemble jusqu'au moment où il me semble que
ça tient. Enfin, je ne sais pas comment dire autrement, ça tient, qu'il y a un équilibre qui se fait. Donc cette idée effectivement de petits objets, mais assez chers. Quant à ta filiation. Alors sur la filiation, alors là, bon. Là aussi, c'est un peu difficile à dire parce que ça suppose d'avoir un regard sur soi-même, ce qui n'est pas forcément ce qu'on a quand on écrit, ni moi, ni forcément qui que ce soit. Et puis aussi, très souvent, ça m'est arrivé qu'on me reproche même d'être un peu entre deux chaises, c'est-à-dire il m'est arrivé parfois, je ne sais pas, que j'envoie des textes à une revue et par exemple qu'on ne les prenne pas parce qu'on les trouvait trop formalistes et que je les envoie à une revue plus formaliste et qu'on me les refuse parce qu'on les trouve trop lyriques, par exemple. Et effectivement, je m'aperçois que dans ce que j'écris, il y a un peu je suis un petit peu toujours tiraillé entre ces deux tendances-là, qui serait d'un côté plutôt ce qui serait du côté du surréalisme, pourquoi pas, et de l'autre côté ce qui serait du côté de l'Oulipo. Mais en même temps, je ne suis pas surréaliste et je ne fais pas partie de l'Oulipo. Je m'intéresse à un certain nombre de choses. Par exemple, à la fois dans l'un et l'autre cas, il y a des choses qui font que je ne peux pas me réclamer de telle ou telle tendance, je ne peux pas parce que ça n'est pas ma tendance, ou alors parce que je ne m'en sens pas capable. Je n'ai pas la capacité d'invention des Oulipiens, de contraintes, etc. Moi j'utilise très souvent des contraintes, mais en nombre très très limité, de manière un peu comme on ressasse. Quant au surréalisme, c'est un mouvement qui m'a, comme beaucoup de gens évidemment, comme beaucoup d'auteurs, que j'ai pas mal lu, mais dont je me suis pas mal détaché aussi, et pour être franc, je lis à présent très peu les surréalistes, et quand je les lis, c'est avec le sentiment de les sentir assez loin de moi, notamment dans leur recherche de la métaphore, qui est pour moi quelque chose que je considère avec avec des pincettes, et un peu comme le font parfois les littéralistes au contraire. Voilà, je sais pas, honnêtement je ne sais pas comment me situer. Ça fait aussi que lorsque j'envoie de manière très très concrète et pratique, quand j'envoie soit un manuscrit à un éditeur ou soit des textes à des revues, je suis souvent très surpris qu'on me les prenne, parce que très souvent je ne comprends pas ce qui a pu intéresser l'éditeur ou le revuiste dans ces textes-là. Donc j'ai du mal à répondre à la question, si ce n'est que je suis un peu tiraillé entre tout ça, on va dire. Alors moi j'apporterai de l'eau à ton moulin en disant à la limite les conditions de notre rencontre, par des amis communs, mais notamment par Cédric Demangeot, qui est récemment disparu, et qui était éditeur donc d'une maison d'édition dans laquelle on a publié tous les deux, toi plus que moi d'ailleurs, et qui d'une certaine manière à elle seule est la solution de l'alternative. Oui. C'est-à-dire que les éditions Ficile n'étaient ni lyriques, ou alors c'était d'un lyrisme noir et très peu, j'allais dire, du type lyrique qu'on dirait de Jacotet ou de Bonnefoy aujourd'hui, et elle n'était pas non plus littéraliste au sens où, par exemple, Cédric Demangeot, j'allais dire, fulminait contre ce qu'il appelait les oulipoètes. Bon, et donc les recueils que tu as publiés dans cette maison étaient, j'allais dire, sur cette ligne de faille entre les deux. Alors moi j'aurais une question toute bête à partir de ce que tu nous as dit de cette généalogie et d'une certaine manière de cette absence de généalogie facilement discernable. Comment tu intuitionnes, je dirais, que les fameux paquets quantiques, parce qu'on parle aussi de paquets il me semble en physique quantique, voilà encore une autre analogie, comment tu intuitionnes que les paquets quantiques donc de tes formes, de tes petites formes tiennent, parce que tu dis bien ça tient, ça tient en tant que forme, mais ça tient aussi en tant que sens. Comment tu sens que justement le paquet il tient, et comment d'ailleurs plus largement tu sens que le recueil dans son intégralité tient? Alors ça justement c'est pour moi quand j'écris la question principale. Laurent Albarracin dit quelque part en fait que avant d'écrire un poème, il ne sait pas écrire un poème. Quand il commence et puis il part de zéro à chaque fois. Donc moi c'est le sentiment que j'ai, réel ou non, peu importe. En tout cas je ressens les choses de cette manière. Ensuite je me donne des contraintes quand j'en prends, c'est pas toujours le cas. Mais même par exemple dans les livres que j'ai publiés chez Ficile, il y a parfois des poèmes à contraintes formelles. Elles me servent justement à pouvoir avancer, puisqu'en fait j'avance sans du tout savoir
je ne sais pas d'où je pars, je ne sais pas où je vais, et lorsque je suis arrivé là où je suis, je ne sais pas forcément quel chemin j'ai parcouru. Mais en tout cas, il s'est formé quelque chose. Voilà. Moi, c'est pour ça que je commençais par petite forme. Et sur la question de tenir, il y a un moment donné, bon, par exemple, il y a des... Comment prendre les choses? C'est difficile de parler en fait des poèmes, parce qu'en fait j'écris des poèmes, mais j'écris des livres aussi. Enfin, je n'écris pas de recueil, ou très rarement. C'est-à-dire que je ne prends pas à un moment donné un paquet de poèmes que j'ai écrits, je dis bah tiens ça en fait 54, c'est bon, etc. C'est-à-dire qu'en général, quand j'écris un livre, la plupart du temps, je sais quelle structure il va avoir, et je sais même... Par exemple, là, j'en ai commencé un, j'en suis au 56e, je sais qu'il y aura 202 poèmes, voilà, pour différentes raisons. Donc, je sais ça exactement comme un peintre sait qu'il a une toile de 60 ou 70 cm. Il sait pas ce qu'il va mettre dedans, il ne sait surtout pas qu'il va peindre un bouquet de fleurs ou un crâne, hein, parce que c'est pas ça forcément qui va l'intéresser, mais il a à sa disposition, voilà, des couleurs, des pinceaux ou d'autres choses, peu importe. Moi, j'ai ça à ma disposition. J'ai des mots, j'ai un certain nombre de motifs, qui sont un peu toujours les mêmes, hein, j'écris un peu toujours la même chose, et je me dis comment je peux, j'allais dire fabriquer, alors évidemment, fabriquer ça peut sembler un peu rapetisser la chose, mais bon, c'est ce qu'est la poésie, hein. La poésie, c'est ça, c'est faire quelque chose. Moi, avant tout, je fais quelque chose. Si j'étais menuisier, je ferais des meubles, hein, c'est ni plus ni moins que ça. Alors comment je sens que ça tient? C'est le moment où justement je n'arrive plus soit à modifier l'ordre des éléments dans ce petit paquet, dans ce petit poème, soit je ne peux plus en ajouter ou en enlever. Par exemple, quand j'ai écrit, puisque je vois que tu as à vers, ou revers, quand j'ai écrit à vers ou revers ou basse contrainte, qui sont tous écrits, en fait, qui sont 3 fois le même livre réécrit. J'avais une contrainte, j'avais en fait une série de contraintes formelles qui ne sont pas intéressantes en tant que telles, c'est des contraintes d'écriture, pas des contraintes de lecture, qui faisaient qu'à un moment donné, parfois il arrivait que le texte se développe d'une manière qui ne me convenait pas, mais comme il avait sa place dans le livre et que je ne pouvais pas ne pas l'y mettre, j'étais obligé de détricoter, si je puis dire, défaire ce que j'avais fait jusqu'au moment où j'avais pris le mauvais chemin de la bifurcation. Voilà. Et à un moment donné, je vois, ça tient parce que j'ai réussi à créer des îlots de sens. Je l'ai dit comme ça, je ne dis pas que ça a du sens. La plupart du temps, effectivement, on aurait du mal à trouver du sens, mais des îlots de sens. Et que ces îlots de sens, on peut les relier les uns avec les autres. Voir que ça fait un tout. Je peux difficilement dire plus. C'est un petit... Bon, enfin, quand on est peintre, il y a toujours... Enfin, je reviens sur cette idée de peinture, mais c'est pas forcément la plus intéressante, mais il y a toujours un moment donné où on se dit, tiens, ça y est, le tableau est terminé. Ça serait difficile à dire. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas rajouter une petite touche de peinture, de couleur ici? Voilà, c'est difficile. Voilà. C'est Bonnard, je crois, qui, à propos de un de ces tableaux à un moment donné qui était exposé, qui était revenu avec son pinceau, redonner une petite touche. Il manquait cette petite touche. Personne, j'imagine, ne s'était rendu compte qu'elle manquait. Bon, à un moment donné, quand on est dans son truc, on sent que, voilà, moi, quand je suis dans mon truc, je suis dans mon objet. Je vois qu'à un moment donné il manque un petit pinceau ici ou je le sens, voilà. Je peux difficilement être plus précis, disons. Non, mais alors pour en rajouter encore plus sur tes épaules et sur ce que moi les ressentis de lecture que j'ai eu. D'abord je voulais préciser, moi non plus la physique quantique, j'aperçois des trucs, mais bon, mais ça a été, pour moi ça allait. Donc pour en rajouter encore plus sur tes épaules, ça m'a aussi emmené du côté du post-structuralisme de Derrida, le côté signifiant, signifié, et puis le fait que ça amène à des formes presque infinies. Mmh. Et pour que les personnes qui vont regarder cet entretien puissent se faire une idée de ce dont on parle, j'aimerais bien que dans ce recueil qui s'appelle Avers et qui est paru chez Louis Bottin, tu nous fasses le plaisir de lire page 84, le petit paquet commence par tous les mots, et puis page 45, le petit paquet qui commence par ce poème.
dans cet ordre-là. Alors Franck, j'aimerais ajouter quelque chose là, en termes de demande, parce que effectivement Dominique il vient nous expliquer qu'il avait écrit 3 fois le même livre, et il y a quelque chose de très perturbant à te lire. Dominique, moi j'en ai que 2 sur les 3, quand par exemple on prend revers et avers, qu'on prend donc les poèmes correspondants, je ne sais même pas comment on pourrait les dire, qui sont en correspondance, on voit qu'ils sont à la fois le même et l'autre. Ça produit un effet de, je ne sais pas comment dire ça, de scintillation, de parasitage aussi, tu sais, au sens d'un bruit, mais je dirais là en un sens bien sûr plutôt mélodique et signifiant. Et bon, j'aimerais moi aussi par exemple que sur un des poèmes que tu lis, si tu es capable de le retrouver dans sa correspondance avec Revers, de la publication donc chez Flammarion, pour qu'on voit l'espèce de brouillage que tu instaures dans la lecture quand on lit les 2 livres, je dirais, parallèlement. Parce que là, c'est aussi peut-être un exercice auquel tu t'attends chez les lecteurs, c'est-à-dire qu'ils fassent correspondre les livres entre eux, parce qu'il y a avers, revers, bon... Oui, donc tu as raison, mais pas forcément. En fait, l'idée c'était aussi que on puisse lire chaque livre tout à fait indépendamment. Et d'ailleurs, dans chacun des livres, donc avers par rapport à envers, il y a à chaque fois le poème correspondant, mais dans chacun des volumes, il y a aussi le poème correspondant. C'est-à-dire chaque volume est constitué de 2 séries de 100 poèmes, écrits chacun à partir de la même base. Les 3 livres étant donc formés de 6 séries de 100 poèmes. Donc il y a au total à chaque fois 6 poèmes qui se correspondent de l'un à l'autre. Parce qu'on peut avoir l'impression à te lire comme ça qu'il y a comme une espèce de livre en deçà des 3 livres qui n'est pas lisible dans sa forme originale, je ne sais pas si je me fais bien entendre, oui. Qui serait un peu illisible à la base duquel tu écrives les 3 livres. Tu sais, une espèce de livre, j'allais dire, mystérieux, là, presque théologique, métaphysique, à la Borges, que tu essaies d'atteindre à travers le prisme des 3 livres, et c'est ça qui perturbe, c'est-à-dire qu'on devine un sens dans la lecture des recueils qui se faufile, mais j'allais dire dans la concordance et la discordance des 3 livres, si je me fais comprendre. Oui, donc j'aimerais bien que tu puisses lire un poème là, comme tu as demandé Franck, et un poème donc publié chez Flammarion en correspondance, pour qu'on sente cette espèce d'effet, moi je dirais d'étrangeté aussi. Je vais déjà juste essayer de le trouver rapidement. Alors en principe, ça doit être... voilà. Bon, par exemple, là j'en ai un sur les 2, voilà, qui est le poème correspondant. Donc je vais commencer par lire l'autre du coup. Ce poème, mais qui exprime-t-on? Rien, on y cherche, on n'y est pas encore. Une œuvre exige autre chose, la forme d'une vie de finissage en beauté. N'avoir que ça à faire. Celle-ci est là où on a des os. Sont-ils jamais sollicités dans les chairs? En sens-tu l'envie et aspires-tu à la conserver en mémoire? Ni un, ni une mémoire. La totalité, là et le réunis, et formant un sens ou un parmi les sens sollicités, là où ils sont. Où va-t-on? Où va-t-on? Celle des beautés que gâte une beauté parfaite est de nom et de forme exacte. L'autre n'est rien. Une demi-beauté est ici qui cherche quoi? Ce qu'on a, et on n'a qu'un. Qu'est-ce? Tous les mots. Les mots, les objets chargés de sons dans la langue, s'ils sont à quelqu'un, non. Leur accès, libre. À toi de piper la langue, une parole dehors. Mais on y va, chacun y va ou n'y va pas. Ou y va et chacun donne ou ne va pas donner ici le même son ou le même sens. Tel droit semblera tordu ou droit, selon, ou même dénudé, car le nu n'y est pas tabou et donne un résultat. Y regarder ou n'y plus, chacun y a droit mais sans la parole, ou avec. Et la parole a été à qui a eu accès à plus qu'un sens. Ils sont peu. La langue consiste en de petits objets, en poèmes. Les poèmes, tous. Voilà, et donc le poème correspondant dans Revers, tous, objet de devant, une langue en quoi sont des os ou un os, y avoir accès et accès à ce à quoi de la voix parle, parole ou non,
Mais voici que chacun y va ou n'y va pas. Ça y est. Achève. Donne. Le fais pas, puis fais-le. Vas-y toi-même. Tu as le droit d'aller. Va tout droit. Tout a le même sens. Tu as le même. Fais pas ça et ne donne rien. Donne-y ton mou. On n'est pas chacun ici. Oui. Mais oui. La parole dit oui. On la pousse. On a à forcer l'accès à un oui. À un séjour où sont pris la langue et le corps de chacun. Objet, ici. Sors-les, on y est tous. Voilà, on reconnaît qu'il y a des tas de mots en commun. Et donc il y a dans Basse Contrainte, qui est le premier volume, au même endroit, il y a le poème correspondant. Voilà. Que dire de ces à moins que tu aies une question. Non, vas-y, je t'en prie. Parce qu'en fait, l'idée de ces trois... Bon, il peut arriver qu'on commence à écrire un livre sans se rendre compte qu'on est en train de commencer à écrire un livre. Voilà. En fait, je peux raconter très rapidement la genèse de cette idée-là. Genèse d'un poème, comme dirait l'autre. En fait, comme il arrive très très souvent, parfois on a une phrase, une expression, un mot, même parfois simplement, voilà, qu'on a noté, mais on ne sait pas quoi en faire. Simplement, on l'a noté en se disant, bah, tiens, à un moment donné, ça peut servir, voilà, ça peut servir, un peu comme une ficelle qu'on ramasse, mais en général, ça ne sert jamais. Et là, je me souviens d'une fois, j'étais en Auvergne, et puis je me baladais, il y avait de la neige, et puis je voyais par terre, sur la neige, il y avait des pas, des traces de pas laissées par des oiseaux, et donc les pas d'oiseaux font comme des flèches, mais tournées dans l'autre sens que le sens de la marche de l'oiseau. Et j'avais cette petite tournure de phrase qui m'était venue, donc pas d'oiseaux, des pas d'oiseaux dans la neige, sinon l'envers de flèche, qu'ensuite j'ai changé en l'envers de trait, lancé pour n'arriver jamais qu'à leur départ. Une espèce de virlang comme ça, de choses qu'on tourne comme ça dans la bouche, mais dont je ne savais pas quoi faire. Et à un moment donné, je me suis dit, bon, il faut que j'arrive à faire quelque chose avec ça. Et en le présentant comme une phrase, bon, c'est trop compliqué cette histoire de pas d'oiseau dans. Alors ce pas qui est à la fois le pas d'oiseau, mais le fait qu'il n'y a pas d'oiseaux parce qu'ils ne sont plus là, etc. quoi. C'est un peu trop tordu. Je me suis dit, je vais présenter ça verticalement, voilà, pas d'oiseau, etc. Ça faisait 20 mots, donc 20 lignes. Et je me suis dit assez bêtement, quand on présente ça verticalement, la première chose à laquelle on pense, c'est de faire un acrostiche, voilà. Bon. Je commence à faire quelque chose comme ça qui n'était pas très intéressant parce que, c'est un peu un exercice d'école, et puis le résultat n'était pas fameux. Et je me dis, puisque je me donne une contrainte, autant m'en donner un maximum de sorte à m'empêcher d'écrire ce que je vais essayer d'écrire. Et donc j'ai rajouté des contraintes, donc j'ai fait des vers justifiés, très courts, qui sont soit de 14, soit de 15 signes ou espaces, en me permettant qu'un nombre réduit de ponctuation, enfin bref, voilà. Donc je suis arrivé à quelque chose comme une espèce de ruban comme ça, arrivé au bout, je me dis, pour que le poème, justement, voilà, pour qu'il tienne, et comme il s'agissait de parler, voilà, Yam Amiseram comme Tenebam, ce que je tenais, je l'avais déjà perdu, de parler de quelque chose mais qui n'est déjà plus là, ce qui est en gros moi ce qui m'intéresse toujours quand j'écris, puisque si c'est là, c'est pas la peine d'écrire. Je me dis, dans ce cas-là, il faut que je retourne à mon point de départ. Et donc j'ai fait tourner de l'acrostiche de départ. Le dernier mot m'a servi de pivot, ce mot de départ, et j'ai fini en télostice et en mettant la phrase dans l'autre sens. Et puis j'arrivais forcément là d'où j'étais parti. Et à partir de là, ça m'a fait un poème qui effectivement était totalement verrouillé sur lui-même. Et en même temps était plein de dynamisme, parce qu'avec ce pivot qui était au milieu, il rebondissait, il repartait différemment. Je me suis dit, tiens, c'est pas inintéressant cette idée. Et puis, donc, à un moment donné, j'ai commencé à prendre des phrases comme ça, mais vraiment qui ne peuvent n'avoir aucun intérêt. Parfois, c'était des phrases que j'entendais dans je sais pas quoi, à la radio, ou un téléfilm, ou ce que je sais. Ou ce qui m'intéressait simplement, c'est que dans la phrase en question, il y avait un mot qui pouvait être pris au moins à double sens, comme le mot trait ou le mot pas dans la phrase de départ. Bon, et je me suis dit, j'ai commencé à en faire quelques-uns comme ça, et je me suis dit, tiens, ça, il y a peut-être moyen de faire un petit ensemble de poèmes, je sais pas moi, 7 ou 8 ou 10, qui peuvent avoir un intérêt, et puis que je pourrais ensuite donner à un magazine, enfin une revue, quelque chose, quoi.
L'inconvénient des contraintes, tout le monde le connaît, cet inconvénient, c'est que quand on commence, c'est compliqué, et dès l'instant qu'on y a pris une petite habitude, ça devient un langage aussi naturel que le langage habituel. Je ne sais pas si on écrit n'importe quoi, un lipogramme en E, on met plus de E dans ce qu'on écrit. Au début, on dit c'est embêtant, on ne peut pas mettre tel ou tel mot, et on va finir par passer son temps à essayer de récupérer tous les mots qu'on pourra mettre. Et la difficulté était celle de commencer, mais la pire difficulté est celle de s'arrêter ensuite. Et donc je ne me suis pas arrêté, et j'en ai fait 100 comme ça. Et arrivé au 100e, je me suis rendu compte que j'avais évidemment totalement oublié les premiers. Et je me suis dit, ce qui serait intéressant, ça serait de partir de cette phrase, non pas comme si je l'utilisais pour la première fois, je la découvrais, mais de réutiliser à chaque fois la phrase que j'ai déjà, à partir de laquelle j'ai déjà écrit. Donc pas d'oiseau, etc. Bon, je l'ai réutilisé. Je suis reparti une deuxième fois sur ce que j'avais fait. Bon, il y a d'autres contraintes aussi qui sont rajoutées par la suite. Et je suis reparti une troisième, une quatrième, une cinquième, une sixième fois, parce qu'en fait je n'arrivais pas à m'arrêter concrètement. Si bien que ça a formé ces 3 volumes. La difficulté était ensuite pour moi d'écrire autre chose. Je finissais par écrire ça comme j'allais au bureau. C'était devenu extrêmement naturel pour moi que d'écrire avec ces différentes contraintes, ces petits poèmes qui étaient faits au départ pour m'empêcher d'écrire, au contraire. Si bien que quand j'ai fini ça et que je me suis mis à autre chose, je suis resté au moins 6 mois sans rien écrire, parce que je n'arrivais pas à entrer de nouveau dans la langue commune, si je puis dire. Donc, l'intérêt à vers et revers, c'est que en écrivant ça, je passe mon temps à ne faire que ça, en fait, de passer d'un côté et de l'autre côté. C'est-à-dire de dire une chose et la chose inverse tout le temps, en me disant comment moi, je peux, pas parler de moi, c'est pas intéressant ça, mais en lisant le premier là, que je disais tout à l'heure, quand on ne le sait pas, on ne le voit pas, mais quand on est à ma place, fort heureusement, personnellement je n'aimerais pas être à ma place, je m'aperçois qu'en fait ça parle à peu près d'une seule et même chose, qui est une chose qui pour moi est très importante, mais que je ne veux pas dire ici, mais qui n'a rien à voir avec ces histoires de contraintes qui étaient à l'origine, à la base effectivement de ces trois livres. Je ne sais plus si je réponds à la question, mais en tout cas, voilà l'histoire de ces 3 livres. Oui. Je vais juste en rajouter un peu. Quand on lit un seul des recueils, même si tu n'avais pas trop envie qu'on appelle ça recueil, on aperçoit l'infrastructure du recueil. Et quand on commence à en lire 1, 2, 3, on perçoit quand même une espèce de superstructure qui relie, même sans parler de ces 2 recueils-là, où il y a des espèces d'écho d'un poème à l'autre. Donc, du coup, c'était juste pour appuyer là-dessus. Je suis désolé, mais on est encore dans la physique quantique, là. Donc, Merci Franck. Alors, déjà ta lecture permet de lire autrement, comme souvent d'ailleurs avec les écrivains et les poètes, on entend autrement le poème qu'on le lit, et j'allais dire, il en est clarifié. Parce qu'effectivement, ce sont des paquets compacts, mais finalement, la lecture que j'entends est assez ouverte, d'une certaine manière, c'est tout ce que je peux vouloir dire. Alors, ce qui m'amuse dans tout ce que tu dis, tu le dis comme au passage, c'est la référence à la genèse d'un poème d'Edgar Poe. Parce qu'effectivement, c'est pas une référence anodine après ce que tu nous as écrit. Je rappelle que c'est la manière qu'a eu Edgar Poe de justifier la totalité de son poème le plus célèbre, Le Corbeau, et de montrer que chaque phrase était voulue, était, j'allais dire, presque opérée au sens de l'opération mathématique. Tout ça pour produire un effet, le fameux Nevermore, là, répété, la mort d'une belle femme, etc. Et pour produire un effet, j'allais dire, irrésistible et voulu dans l'esprit du lecteur. Est-ce que tu penses de ton côté à cet effet, parfois dans l'esprit du lecteur? Et je dirais, je poserais une question plus large, et c'est un mot qu'on n'a pas employé jusqu'à présent, alors peut-être que tu vas le trouver mystique, théologique, surréaliste, etc. Mais j'allais dire, qu'en est-il de l'inspiration? Est-ce que tu crois à l'inspiration, puisque tu nous parles beaucoup de contraintes? Alors moi, ce qui me fascine aussi, j'allais dire philosophiquement, c'est la manière dont tu utilises la contrainte pour te libérer, et pour t'empêcher aussi d'être trop libre. Bon.
Donc j'allais dire deux choses. Qu'est-ce que tu penses de l'inspiration et comment tu vis la liberté de l'écriture si on a une pour toi avec le nombre de contraintes quand même assez grand et des contraintes assez rigides que tu te donnes. Oui, alors cette idée de liberté, pour moi, elle est effectivement essentielle. Bon, l'aspiration, en ce qui me concerne, il n'y en a pas. Bon, pour moi c'est très simple. Enfin, c'est très simple, je veux dire, non, je peux concevoir qu'il en est, mais en tout cas, pour moi, c'est pas comme ça que je vois les choses, parce que déjà, bon, ça supposerait une transcendance et toutes ces choses, et je lutte contre ça, on va dire. Mais en même temps, le fait que je me donne des contraintes, c'est aussi le fait que, on écrit, quelle que soit la manière dont on écrit, quel que soit ce qu'on dit quand on écrit, et quelles que soient les raisons pour lesquelles on écrit jamais, j'allais dire anodinement, cet adverbe existe, je pense, enfin de manière anodine. Je veux dire, ce n'est pas de manière anodine qu'on se lance dans cette idée d'écrire, parce qu'écrire, c'est pas, je parlais de peinture tout à l'heure, c'est pas exactement la même chose, parce que c'est quand même utiliser le matériau qu'on utilise dans la vie courante, hein, c'est-à-dire les mots. Et les mots, ils sont parfois avec nous, ou ils sont parfois contre nous. Comment faire avec ça? Et donc moi, je suis parti, la raison pour laquelle j'écris, pour laquelle j'ai commencé à écrire, quand j'étais adolescent, etc., c'est par rapport à cette idée de se taire. Et quand j'écris, par nécessité, disons que j'étais placé dans la nécessité de me taire, on va dire les choses comme ça. Et quand j'écris, en gros, je suis toujours en train de me dire, j'essaie de m'exprimer en me taisant. Voilà, c'est ça l'idée. Tout en m'exprimant, j'essaie de me taire. Ça marche dans les deux sens. Ce qui veut dire aussi que j'accepte l'idée de ne pas être forcément compris ou lisible ou peu importe. Alors quand je disais tout à l'heure qu'à un moment donné je pense que ça tient, c'est que je me dis tiens, à ce moment-là je pense que je suis au maximum de la lisibilité possible dans le cadre de ce petit poème. Alors là on n'est pas du tout dans les questions d'inspiration, mais plutôt effectivement pour le coup de transpiration, c'est-à-dire quand je le compose, quoi, j'essaie de trouver des analogies. Par exemple, il se trouve que j'écris à la fois des poèmes pour faire des livres, et j'écris aussi, les hasards de la vie ont fait cela, que j'écris aussi pour des compositeurs. Compositeurs de musique savante, de musique écrite. Ça a un double intérêt pour moi, c'est que quand je travaille avec des compositeurs, je m'aperçois qu'un compositeur ou un instrumentiste, c'est quelqu'un qui certes peut très bien tout à fait être lyrique, tout ce qu'on veut, etc. Mais avant toute chose, il s'appuie sur un métier très précis. C'est-à-dire que, aussi bête que ça a l'air, avec tel instrument, on ne peut pas faire un mi de tel auteur, ou etc. Voilà, c'est tout simple. Et puis, on n'écrit pas n'importe quoi, n'importe comment. On peut très bien sortir d'un cadre, mais le cadre duquel on sort, on le connaît. Voilà. Ça m'intéresse. Ça m'intéresse cette idée que, en fait, on possède son métier et ses instruments. Et en même temps, travailler pour des compositeurs, ça a été pour moi la possibilité, ça ne répond pas à ta question, mais c'est parce que ça se raccroche, la possibilité d'écrire entre guillemets n'importe quoi, je vais expliquer, c'est pas tout à fait n'importe quoi, et aussi de sortir de cette question des petites formes, parce qu'au bout d'un moment, j'y suis de nouveau là en ce moment, et au bout d'un moment, c'est parfois très oppressant. À un moment donné, j'écrivais un livret d'opéra pour un compositeur qui s'appelle Aurélien Dumont, et il m'a demandé il lui fallait un monologue qui fasse, je sais plus, 2 minutes, etc. Je n'avais pas de sujet, il lui fallait juste un monologue qui fasse 2 minutes. Moi je m'étais dit que finalement, dans la musique contemporaine, dans les opéras contemporains, en fait, quand les chanteurs chantent, on ne comprend rien. Et c'est pour ça que même quand c'est un opéra dans la langue du pays où l'opéra est donné, parfois il y a quand même des surtitres. Et je me suis dit, puisqu'on ne va rien comprendre, alors déjà moi ça m'arrange, puisque souvent on me reproche qu'on ne comprend rien à ce que j'écris, donc là, très bien. Et si on ne comprend rien, je peux donc écrire n'importe quoi. Et c'est ce que j'ai fait. Enfin, j'ai pas écrit n'importe quoi, mais disons que j'ai écrit
C'est un peu ce que dit Flaubert. Enfin, je ne me compare pas à Flaubert, c'est pas ce que je veux dire. Mais il y a un style de la phrase, mais il y a aussi un style du paragraphe, il y a un style de l'ensemble. Et moi, là, je me suis dit, bon, ben voilà, ce que je vais écrire, ça va pas être une série de petites phrases que je vais travailler là comme des bijoux, je ne sais quoi. Je vais écrire un texte, un gros paragraphe qui va faire les 2 minutes en question. Et ça m'a permis ensuite. Lorsque c'était peu avant ce moment-là, c'est le moment où j'ai écrit Locke, un peu après, ça m'a permis de me lancer ensuite, quand j'écrivais pour moi, dans quelque chose, voilà, Locke c'est 150 pages, en gros c'est un paragraphe, pour aller vite, 250 pages, et donc de sortir de cette manipulation de petits objets. Donc, l'inspiration non, mais alors soit il y a un travail extrêmement précis, donc quand je travaille effectivement des poèmes comme dans une petite forme ou revers, soit il y a un travail qui est, je sais pas comment dire, en fait je peux difficilement ne pas me donner de contraintes, même si elles ne sont pas vraiment formelles. Quand j'ai écrit Locke, qui est un long machin où chaque jour je m'y étais, je n'avais aucune idée de ce que j'allais écrire, la seule chose que je savais, c'est que chaque jour j'allais écrire 1000 signes, juste 1000 signes. Quand j'avais écrit mes 1000 signes, même si j'étais au milieu d'un mot, peu importe, je m'arrêtais. Ce qui faisait que le lendemain, je pouvais reprendre là-dessus. Donc là, inspiration, je ne sais pas, mais en tout cas, le fait est que quand je commençais, je me disais, bon ben, allons-y. Qu'est-ce qui va tomber dans mon texte? Qu'est-ce qui va arriver dans mon poème? Bon, c'est le moment où je peux me dire le moins loin de l'inspiration, voilà. Mais ça n'est pas de l'inspiration. Oui, et en même temps, tu disais tout à l'heure que comment ça vient, le ça de ça vient, les pas d'un oiseau. Là, oui, parfois c'est très clair et simple. On est purement dans l'inspiration, il me semble. On est dans l'image, mais ce qui m'intéressait, c'est que c'était pas une image au sens métaphore, évidemment qu'il y a un caractère métaphorique, mais une image au sens vraiment très très simple. On voit des traces d'oiseaux dans la neige, quoi. C'est presque enfantin, je dirais. Et c'est ce qui m'intéressait aussi, le fait que ce soit enfantin. Le fait que, voilà, c'est n'importe quel môme peut être émerveillé ou je ne sais pas quoi en voyant des pas d'oiseaux dans la neige. D'accord, je vois que tu te défends. Mais, parce que par rapport non, mais c'est simplement que ce que je voulais dire, c'est l'inspiration que je vois là-dedans, c'est que ça te traverse à ce moment-là. Ça me traverse, mais ça vient pas d'en haut. Et ensuite, oui, non, mais l'inspiration. Le propre de l'inspiration est de venir d'en haut et passer par la gargouille de Montaigne, etc., etc. Voilà. Mais moi, ça vient plutôt d'en bas. Et plus ça vient d'en bas, mieux je me porte, je pense. Oui, c'est passionnant là, tout ce que tu nous dis là, Dominique. En plus, ça nous permet d'accéder à tes textes incompréhensibles, hein, à certains égards, mais j'allais dire au bon sens du terme, hein, parce que je pense que la clarté à tout prix n'est pas non plus une bonne chose. Hein. Il y a des choses, j'allais dire, le réel est opaque à certains égards, et que l'écriture soit opaque, c'est intéressant. En plus, tu as une espèce de remarquable cohérence, c'est-à-dire que effectivement, si on lit Poe au niveau de sa critique et Baudelaire qui l'a traduit, on sait que chez les deux, l'inspiration est malmenée. C'est-à-dire Baudelaire lui-même dit que c'est surtout du travail, la poésie, hein, et qu'il faut travailler. Bon, l'inspiration, bon, elle viendra ou elle ne viendra pas. Alors, ce sur quoi je voudrais t'interroger, c'est bon, là on a un aperçu de ton travail sur le paquet quantique, on va dire. Mais j'allais dire, on est resté à la forme là. Moi, ce qui me frappe aussi, outre cette forme qui est quand même remarquable hein, dans sa précision, c'est le monde qu'elle laisse, si je reprends ton terme, transpirer. Par exemple, je feuillette, mais bon, je pourrais feuilleter tous tes recueils, mais bon, par exemple, finir ses restes. Bon, j'ai d'ailleurs une espèce là de poétique qui correspond à tout ce que tu écris. Zone au pluriel, zone où tout est chiffre. Examen des restes. Bon, le mot reste, les restes, bon, il me semble que c'est un des mots peut-être les plus courants, ou en tout cas, même s'il n'est pas dit à portée de plume chez toi. Et
bon, dans d'autres recueils, on a toujours ce corps qui est présent, qui suinte. Hein. Le suintement est omniprésent, le bras, une espèce de focalisation sur le membre, j'allais dire désarticulé, pas sur le corps vivant, mais je dirais plutôt le membre anatomique. Bon, moi je parle souvent en termes, là c'est là où peut-être on a des différences, parce que moi je pense, je crois, une forme d'inspiration. Bon, je suis pas dans une immanence aussi complète que la tienne, hein, mais c'est ce qui fait le style, hein, et c'est une bonne chose qu'il y ait des différences. Mais je dirais que de ton côté, il y a quand même un réel qui passe, même s'il n'y a pas une voyance ou une inspiration. Il y a un réel qui passe, qui transpire dans ta poésie, et qui est un réel tout en organes, tout en désorganisation, en réorganisation, tout en suintement, tout en substance poisseuse. Est-ce que tu serais capable de nous dire ce réel vers lequel tu tends ? Parce qu'il y a quelque chose qui se dit à travers ces formes très très concertées et qui s'esquive, qui se dissimule, mais qui est quand même toujours très organique. Oui, moins qu'on puisse dire. Oui. Oui, puis je rajouterais, il y a aussi cette notion de plier, déplier, déployer aussi. Notamment dans celui-là que je suis en train de montrer qui s'appelle Petite Forme, où il y a le corps, beaucoup. Quoique le recueil soit globalement moins organique. Le corps apparaît, mais c'est vrai que dans certains ouvres, bon, Finir ses restes ou d'autres plus récents. Alors, je peux répondre de plusieurs façons. La première façon, c'est que, bon, déjà, l'essentiel effectivement de ce que j'écris tourne autour de la question du corps, comme étant, voilà, c'est notre présence au monde, nous avons cela, et nous avons cette espèce de... C'est comme si le corps était une espèce d'incarnation du langage qui nous sert justement soit à communiquer, soit à écrire ces poèmes ou d'autres. Et en gros, à peu près tout ce que j'écris finalement n'est qu'un passage de l'un à l'autre, c'est-à-dire soit on est dans le corps, soit on est dans le langage fait corps, ou le corps fait langage. Une fois, je me souviens que j'avais employé l'expression corps-texte c'était quelqu'un qui m'interrogeait et pour parler de ce que je faisais. Il me semblait que voilà, c'est ça, c'est un corps-texte. C'est-à-dire qu'en fait, c'est quelque chose qui doit, comme le corps, qui doit avoir un fonctionnement, des fonctions vitales avec des choses, des fluides qui circulent, des suintements, etc. Ou qui dysfonctionnent. Dans mon cas, il me semble que le fonctionnement parfois est le seul moyen de fonctionner. Justement, dysfonctionner, c'est quand même un moyen de fonctionner. C'est un moyen d'être là en fonction. Mauvaise fonction peut-être, mais fonction quand même. Donc il y a cette idée-là que le corps, pour moi, le corps et le langage, c'est les choses qui nous relient finalement.